République démocratique du Congo, de nouveaux décès attribués à l'épidémie de la fièvre Ebola ont été enregistrés. Ceci porte à 27 le nombre total de morts depuis un mois dans le nord-ouest du pays. Au Bénin, l'ONG Changement Social a initié des réflexions sur de possibles scénarios pouvant conduire à changer la donne liée à l'immigration vers l'Europe. C'était lors d'une assise tenue à Cotonou. Les secouristes ont dû interrompre leur recherche autour du volcan de feu au Guatemala 48 heures après son éruption. Cette éruption volcanique a déjà fait au moins 73 morts et près de 200 disparus. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. La fuite des élites, le départ d'une bonne partie de la jeunesse, les décès en nombre inestimable dans la Méditerranée, ce sont là le lourd tribut que dû donc à l'immigration sous toutes ses formes que paye l'Afrique de l'Ouest. Au Bénin, l'ONG Changement Social a initié des réflexions sur de possibles scénarios pouvant conduire à changer la donne. Reportage. L'intérêt des scénarios, c'est une projection en fait dans le futur, mais sur la base d'hypothèses, sur la base de faits probables. De faits pas logiquement possibles, mais probables, plausibles. Et en séance de travail pour que des chercheurs, des experts, des acteurs politiques, des acteurs de la société civile béninoise se positionnent pour contextualiser les scénarios que nous avons dégagés à Berlin, Dakar et Bruxelles. Nous avons une forte démographie, il y a un potentiel énorme et la jeunesse, elle est très grande dans cette démographie-là. Et si on ne réussit pas à avoir une politique, une bonne gouvernance et une politique économique qui permet de les retenir et de limiter le chômage, je pense que nous allons droit vers le mur. Le scénario 1 montre également que la mauvaise gouvernance dans les pays africains, la corruption, le manque d'espoir, le manque de perspective pour les jeunes les emmène à choisir de plus en plus la voie migratoire, malgré le renforcement de la rétention des migrants au niveau de la Libye, malgré l'instauration ou l'érection de camps de détention industriels, comme j'aime à les appeler, en Libye, qui est le fruit d'accords entre les pays européens et les pays comme la Libye pour retenir le maximum de migrants. Il y a de nouvelles voies migratoires qui sont ouvertes à travers l'Algérie, à travers le Maroc. Donc voilà, le scénario numéro 1, aggravation de la situation. De nouveaux décès attribués à l'épidémie de fièvre Ebola ont été enregistrés en République démocratique du Congo, portant à 27 le nombre total de morts depuis un mois dans le nord-ouest du pays. L'information a été rendue publique par les autorités sanitaires. Reportage. Le décès d'un cas confirmé à Bikoro ainsi que le décès d'un cas suspect à Iboko en RDC ont été enregistrés. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère congolais de la Santé. Pour le cas suspect, la famille a refusé le prélèvement d'échantillons. À la date du 4 juin, 58 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 37 confirmés, 14 probables et 7 suspects. Depuis le lancement d'une campagne de vaccination ciblée le 21 mai, 1369 personnes ont été vaccinées, dont 597 à Mbandaka, 299 à Bikoro et 473 à Iboko. Mardi, le directeur général adjoint de l'OMS en charge des réponses d'urgence, Peter Salama, a indiqué sur son compte Twitter que la RD Congo a donné feu vert à l'utilisation de 5 traitements pas encore homologués pour lutter contre Ebola. Le ministère congolais de la Santé a, de son côté, indiqué qu'aucun traitement expérimental n'a encore été administré aux patients hospitalisés. Les discussions sur les modalités d'administration des traitements dans le cadre de l'épidémie actuelle sont toujours en cours entre les différentes parties prenantes. Pour rappel, la 9e épidémie d'Ebola en RDC a été déclenchée le 8 mai à Bikoro, à 100 km de Bandaka et 600 km de Kinshasa, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. Un pont aérien Kinshasa-Mbandaka, province de l'Équateur, a permis la distribution de 140 tonnes de matériel à bord d'avions cargo des Nations Unies, d'après la mission des Nations Unies en RDC.
Les parlementaires nigérians ont menacé mercredi le président Muhammadu Buhari de recourir à une procédure de destitution si des mesures fortes ne sont pas prises pour endiguer la corruption et rétablir la sécurité dans le pays. L'organe législatif révèle ainsi des désaccords de plus en plus profonds avec l'exécutif. Les détails. Les deux chambres du Parlement ont affirmé dans une résolution que l'Assemblée nationale n'hésitera pas à recourir à ses pouvoirs constitutionnels si rien n'est fait, après une session conjointe tenue à huis clos à Abuja. La présidence n'a pas commenté dans l'immédiat la résolution publiée par le service de communication du président du Sénat, Bukola Saraki, membre du All Progressive Congress APC, au pouvoir. Toutefois, le groupe parlementaire APC a dénoncé mercredi dans un communiqué la résolution adoptée sans vote à l'issue d'une réunion à laquelle ont pris part presque exclusivement des parlementaires de l'opposition. Muhammadu Buhari, élu en 2015 sur la promesse de vaincre l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram et de lutter contre la corruption, voit son bilan très critiqué alors qu'il espère se faire réélire à la présidentielle prévue l'an prochain. Les combattants djihadistes, bien qu'affaiblis, continuent à mener des attaques sanglantes dans le nord-est du Nigeria, tandis que de violents affrontements entre agriculteurs et éleveurs pour l'accès à la terre secouent les États du centre depuis le début de l'année. Dans le nord, des gangs multiplient enlèvements et vols de bétail à grande échelle. La résolution réclame notamment le limogeage des principaux responsables de la sécurité pour leur incapacité à protéger les vies et les biens privés. Le chef de la police fédérale est ainsi accusé de ne rien faire pour empêcher les violences. L'APC est majoritaire au sein des deux chambres du Parlement, mais l'action du gouvernement est de plus en plus critiquée, jusque dans les rangs de son propre parti, déchiré par les dissensions internes. Un vent de réforme souffle sur l'Éthiopie. Le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé la fin de son différend frontalier avec l'Érythrée et l'ouverture au privé du capital de grandes entreprises publiques. C'est à travers un communiqué publié sur son compte Facebook que la coalition au pouvoir a fait ces deux annonces surprises. Reportage. Les deux annonces surprises faites ce mardi par le gouvernement éthiopien représentent des changements de politique majeurs imprimés par le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed, désigné en avril à la suite de la démission en février de son prédécesseur Haile Mariam Desalegn. Sur le front diplomatique, le régime a annoncé sa volonté de mettre un terme à son litige frontalier avec son voisin devenu ennemi juré, l'Érythrée. Le gouvernement éthiopien a décidé de mettre en œuvre pleinement l'accord d'Alger signé en 2000 pour mettre fin au conflit entre les deux pays et les conclusions sur la démarcation de la frontière. Rappelons qu'un accord de paix avait été signé fin 2000 à Alger, puis une commission d'arbitrage soutenue par l'ONU avait tranché sur le tracé de la frontière, attribuant notamment la localité de Badmé, point de contentieux, à l'Érythrée. Mais l'Éthiopie a continué jusqu'à présent à occuper Badmé. Outre cette annonce majeure, le régime éthiopien a également pris des mesures susceptibles de changer la face de l'économie du pays en ouvrant notamment au secteur privé le capital des plus grandes entreprises publiques, dont la compagnie aérienne Ethiopian Airlines, tout en gardant la majorité de contrôle. Le vice-président du Malawi, Solos Chilima, a dénoncé ce mercredi, ceci publiquement, la corruption du régime du président Peter Mutharika, qui dirige le pays depuis 4 ans. Il a annoncé sa décision de quitter prochainement le parti au pouvoir. Les détails. Membre du Parti démocratique progressiste DPP, Solos Chilima, 45 ans, a été élu vice-président sur le ticket de Peter Mutharika, vainqueur de l'élection présidentielle de 2014. En dépit de tous les sacrifices accomplis par nos pères fondateurs, notre nation reste l'une des plus pauvres. Le népotisme, le copinage et la corruption sont endémiques et seuls ceux qui ont des relations en profitent, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à Lilongwe. Nous devons nettoyer ce pays. Nous devons vider le marigot, a insisté le vice-président. En effet, la gouvernance du régime de Peter Mutharika fait l'objet de vives critiques. Des milliers de personnes ont défilé en avril dans plusieurs villes de ce petit pays pauvre d'Afrique australe pour protester contre la corruption, les premières manifestations antigouvernementales depuis 2011.
Les prochaines élections présidentielles et législatives sont prévues l'an prochain. Je vais suivre la procédure et quitter le DPP, a fait savoir mercredi le vice-président. J'ai décidé de ne briguer aucune place sur un prochain ticket du DPP et encore moins de contester l'autorité du président Mutharika. Chilima n'a toutefois pas écarté une éventuelle candidature à la présidentielle de 2019. Je n'ai pris aucune décision. Personne ne m'a contacté, a-t-il assuré en réponse à une question de la presse. Je ferai savoir ma décision en temps utile. Sa déclaration intervient alors que le Malawi s'interroge sur les ambitions de son ancienne présidente Joyce Banda, rentrée au pays en avril après 4 ans d'exil pour cause d'accusation dans un vaste scandale de corruption. Les villages situés près du volcan du feu au Guatemala ont été contraints à l'évacuation. C'était suite à une forte explosion. Les secouristes ont dû interrompre leur recherche autour du volcan du feu au Guatemala 48 heures après son éruption qui a fait au moins 73 morts et près de 200 disparus. L'augmentation de l'activité volcanique a provoqué la panique dans la ville d'Escuintla, située près du colosse haut de 3763 mètres et située à 35 km au sud-ouest de la capitale. Ses habitants ont très vite quitté la ville au volant de leur voiture, provoquant un immense chaos. La catastrophe a affecté à divers degrés un total de 1 700 000 de Guatémaltèques. L'éruption a touché notamment des communes rurales proches du volcan et la ville coloniale d'Antigua, le plus important site touristique de Guatemala. L'état de catastrophe naturelle a été décrété dans plusieurs départements les plus affectés par l'éruption. Les députés ont également commandé un rapport sur les dégâts dans les nombreuses exploitations de café et maïs affectées. 2625 personnes ont dû être relogées. La présidence a déjà précisé qu'un plan de reconstruction a commencé à être élaboré mardi, alors que les familles des victimes commençaient à enterrer leurs morts dans de longues processions. Le volcan de Fuego était déjà entré en éruption en janvier 2018. En septembre 2012, son précédent réveil avait entraîné l'évacuation de quelques 10 000 personnes résidant dans des villages situés sur le flanc sud. Opération de l'armée colombienne contre l'un des dirigeants de l'ex-guérilla. L'intervention menée dans une zone frontalière avec l'Équateur a enregistré la mort de 6 dissidents des FARC ainsi que 5 autres capturés. Reportage. Ils appartenaient tous au groupe dissident dirigé par Walter Artizala, alias Guacho. Ce dernier est notamment accusé de l'enlèvement et de l'assassinat en avril d'une équipe de 3 employés du journal El Comercio de Quito. Le principal recherché a réussi à s'échapper. L'opération a été menée par l'armée de l'air et la police à la Guayacana, dans le département colombien de Nariño, à la frontière avec l'Équateur. Ces personnes faisaient partie ou avaient intégré un des cercles de sécurité appartenant à Guacho et ayant perpétré des actes terroristes contre des forces publiques et la population. Près de 40 membres du groupe organisé Guacho sont déjà devant la justice ou ont été tués. Sans commandement centralisé, les groupes dissidents des FARC opèrent dans plusieurs régions de Colombie et selon l'armée, compteraient environ 1200 combattants entre ex-guerrilleros ayant rejeté l'accord de paix et nouvelles recrues. Depuis l'enlèvement et le meurtre de l'équipe de presse équatorienne à la frontière, les autorités colombiennes ont intensifié les opérations militaires envers ces dissidents. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en compagnie de nos programmes.